welcome to the third session, the third day of the Summit 2022, Pushing Possibilities. We're so happy to have you here on our final day of virtual presentation. This session will be facilitated in French, but there is English interpretation available, so please select the English audio track for this feature. Bonjour, je m'appelle Maxime Godette, je suis doctorant en promotion de la santé à l'Université de Montréal et ma recherche porte précisément sur la consommation sexualisée. Donc, c'est avec grand honneur d'animer cette session aujourd'hui qui est intitulée « La consommation de substances psychoactives et la nécessité d'ouvrir davantage des possibilités d'intervention et de recherche ». Cette conférence est donnée par Jorge Flores Aranda. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui depuis divers endroits. De mon côté, je vous joins aujourd'hui de Tiohtià:ke, communément connu comme Montréal. Tiohtià:ke, où je vis et où je travaille, se trouve sur les terres ancestrales non cédées, mais plutôt colonisées des peuples autochtones, notamment des Kanien'kehá:ka, communément connus comme Mohawks. En tant que chercheur, en tant que professionnel de la santé ou autre, on a une responsabilité de reconnaître les conséquences, tant celles d'hier que d'aujourd'hui, de la colonisation. J'aimerais vous inviter à réfléchir à comment nos professions et comment nos institutions sont complices des violences systémiques qui continuent, les violences qui continuent contre les personnes autochtones. Dans le cadre de la conférence aujourd'hui, j'aimerais aussi vous inviter à réfléchir aux conséquences de la colonisation pour ces personnes en ce qui concerne notamment la consommation de drogue et l'accès ou le manque d'accès aux services sociaux et aux services de santé. Avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques règles. Tout d'abord, le CBRC a établi des lignes directives pour le sommet d'aujourd'hui. Ceci pour garantir une expérience qui est agréable, sécuritaire, respectueuse et inclusive pour tous. Soyez conscients de l'espace que vous prenez et partagez avec les autres. Et on vous demande de respecter les expériences des autres. Veuillez consulter la page du sommet 2022 sur le site du CBRC pour plus d'informations sur ces lignes directives. Ensuite, nous savons que les sujets abordés aujourd'hui peuvent être difficiles ou peuvent générer des sentiments qui sont complexes à gérer. Nous avons un service de soutien disponible aux participants qui en auraient besoin. Dans l'annuaire des participants de la plateforme de la conférence, vous allez trouver un onglet Counseling Support où vous pouvez accéder au service. Nous vous encourageons à poser vos questions et commentaires. Vous pouvez les poser en français ou en anglais dans la boîte de discussion, lesquelles nous aborderons en fin de présentation. Aussi, la session d'aujourd'hui est enregistrée et sera publiée dans quelques jours sur cette plateforme, donc on vous demande de ne pas l'enregistrer de vous-même. J'aimerais enfin saluer brièvement nos bailleurs de fonds pour le sommet 2022, notamment notre partenaire présentateur Viv Healthcare et notre commanditaire présentateur Gilead Sciences Canada, ainsi que le financement de l'Agence de la santé publique du Canada. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Jorge Flores Aranda. Jorge Flores Aranda est professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada TRADI, Trajectoire, Diversité, Substance, et il est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur la dépendance. Il s'intéresse aux liens entre la consommation de substances et la sexualité et s'intéresse aux problématiques sociales vécues par différentes populations, dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre et les populations en situation d'itinérance. Il se penche sur le recours aux nouvelles technologies dans les interventions sociales. Dans le cadre de ces projets, il travaille en étroite collaboration avec les milieux de pratique, particulièrement des organismes communautaires. Jorge, merci d'être avec nous aujourd'hui. La parole est à toi. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Très content d'être ici et merci au CBRC pour l'invitation. Je vais partager donc l'écran de la présentation. Donc, avant de commencer, j'aimerais reconnaître aussi, comme Maxime l'a fait, qu'actuellement je me trouve également sur une partie du territoire traditionnel non cédé, donc des Kanien'kehá:ka, donc des Mohawks, qui a longtemps aussi servi des lieux de rassemblement et d'échange entre différentes nations. C'est ce que je vais présenter aujourd'hui sur le plan de la présentation. Je vais vous parler de qui je suis, pas nécessairement pour vous parler de ma vie, mais pour
en quelque sorte illustrer comment mon parcours a influencé ce que je suis et ce que je veux vous présenter aujourd'hui et la posture que je prends aussi concernant le sujet dont je vais vous parler. Donc ensuite, je parlerai de façon plus sommaire sur la consommation de substances parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres. Quelles sont les interventions actuelles, des actions possibles, le rôle aussi des approches participatives autant en recherche qu'en intervention, et puis des actions politiques possibles ou même nécessaires dans ces domaines. Donc, qui je suis? J'ai mis dans cette diapo des militants enragés, chercheurs engagés. Ceux et celles qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment si enragé que ça dans la vie. Mais je voulais simplement avoir un mot qui rimait avec engagé. Donc, j'ai eu un parcours des militants pour la défense des droits des personnes et de la diversité sexuelle. Vous voyez une photo en haut de la diapositive où c'est la première en fait, manifestation pour la Gay Pride à Lima, au Pérou, en 1995, lorsque j'avais 20 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, j'ai poursuivi, si on veut, mon engagement militant par la suite, mais cet engagement-là, il s'est transformé un peu au fur et à mesure que ma vie s'est transformée elle aussi. Et donc, lorsque je me suis impliqué dans le milieu académique, j'ai continué un certain engagement envers les personnes de la diversité sexuelle et de la diversité des genres, et notamment sur une thématique qui touche beaucoup nos communautés, qui est la consommation de substances. Donc, vous voyez ensuite deux images dans lesquelles on parle justement de chemsex. Mais aujourd'hui, on va parler au-delà du chemsex. Donc, je voulais simplement vous parler de qui je suis parce que cette présentation-là, elle est tentée aussi par ces parcours et ces expériences militantes. Donc, on va faire le point sur la consommation de façon très sommaire parce que sinon, on pourrait vraiment en parler très, très longtemps. Mais avant de parler de consommation, il faut quand même faire une mise au point sur l'état de santé des personnes à la liberté sexuelle et des genres. Donc, au-delà de la consommation, on sait que les personnes de nos communautés ont davantage de difficultés associées à la santé mentale, davantage de risques de suicide, plus d'utilisation de substances, plus des risques aussi de se trouver en situation d'itinérance ou à risque d'être en itinérance, et aussi plus des risques d'être infecté au VIH ou autres ITSS, notamment chez les hommes gays et bisexuels. Donc, ces difficultés en termes de santé ne viennent pas nulle part, c'est-à-dire que elles sont les conséquences d'une série de facteurs qui affectent nos communautés, et ces facteurs-là ont aussi donc des conséquences comme la consommation de substances dont on va parler plus en profondeur aujourd'hui. Il y a une disparité dans la consommation de substances aussi parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres et le reste de la population. Okay? Donc, les personnes de nos communautés consomment plus de substances si on le compare au reste de la population. En soi, ça ne représente pas nécessairement un problème. Là où les choses s'écorcent un peu, c'est qu'il y a aussi plus de risques pour les personnes qui consomment, plus de risques de développer des problèmes associés à la consommation, plus de risques aussi en lien avec d'autres conséquences possibles de la consommation, et également plus des risques de surdoses. Donc, il n'y a pas uniquement plus de consommation, mais aussi les risques associés à la consommation sont davantage présentes parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres. La consommation parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres a aussi quelques caractéristiques qui sont propres, qui sont particulières. Et ces caractéristiques-là ne sont pas toujours prises en compte dans les services de santé, dans les services sociaux, ni dans les services spécialisés en dépendance. Par exemple, il y a une plus grande variété des produits consommés.
Les moyennes de consommation sont beaucoup plus diversifiées, c'est-à-dire que, par exemple, puisque les substances varient, forcément aussi, les moyennes de consommation vont être aussi plus diversifiées. Euh, la consommation implique parfois aussi plusieurs substances qui sont consommées en même temps, de manière concomitante. Et pour certaines populations, certains groupes, la consommation a parfois une finalité bien particulière, dont celle de prolonger ou intensifier les rencontres sexuelles. On parle notamment donc des consommations sexualisées ou des chemsex. Mais il faut quand même apporter ou souligner certaines limites à cette littérature sur la consommation. Et cette limite importante est que la plupart des études qui s'épanchent sur la consommation de substances parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres s'épanchent notamment sur les hommes gays cisgenres. Donc, il y a encore peu des données sur les autres populations de la diversité sexuelle et des genres, et donc c'est un manque important. Et ce manque-là a évidemment aussi des conséquences sur les services que les autres personnes de la diversité pourraient avoir. À l'intérieur même des communautés de LGBTQ+, il y a aussi des disparités. Donc, on sait que, par exemple, comparativement aux autres personnes de la diversité sexuelle, les femmes de la diversité ont davantage une consommation d'alcool et on rapporte aussi dans la littérature que celles-ci ont parfois aussi davantage d'enjeux en lien avec leur consommation d'alcool. On rapporte aussi dans la littérature une consommation plus importante de cannabis et d'alcool parmi les personnes trans et aussi plus de risques d'enjeux associés à la consommation de ces produits. Encore une fois, il y a encore peu de données sur d'autres populations que les hommes gays cisgenres, mais on peut tout de même voir qu'il existe certaines disparités. Vous avez sans doute lu différents facteurs qui expliquent pourquoi les personnes de nos communautés consomment davantage de substances ou peuvent avoir davantage d'enjeux en lien avec leur consommation. Donc, un des facteurs explicatifs est le stress minoritaire, donc le fait d'appartenir à une population minoritaire fait en sorte qu'on vit davantage de stress et un des éléments pour faire face à ces stress pourrait être la consommation, par exemple. Il y a aussi évidemment d'autres caractéristiques qui peuvent constituer des facteurs d'oppression qui peuvent aussi donc avoir une influence sur la consommation ou sur le fait de vouloir trouver des stratégies d'adaptation à ces facteurs de pression et une de ces stratégies pourrait être la consommation. Donc, on peut parler des facteurs de pression comme le genre, l'origine culturelle, le statut socio-économique ou autres. Mais il y en a d'autres facteurs explicatifs et on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, il y a toutes les questions d'intersectionnalité. Donc, comme pour d'autres populations, les personnes de la communauté aussi ont des multiples identités, que ce soit avec le genre, l'origine culturelle, etc. Et tout ça va s'inter-influencer, évidemment. Et donc, d'autres facteurs comme l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme, le cisgenrisme, etc., peuvent évidemment affecter nos parcours de vie, peuvent affecter aussi la façon dont on réagit à ces différents facteurs d'oppression et donc vont avoir une influence éventuelle sur la consommation des substances. Il y a aussi différentes trajectoires dans la consommation de substances. Évidemment, consommer de substances, ça fait partie aussi de la vie dans nos sociétés. Qu'on pense à l'alcool, par exemple, ou à d'autres substances qui sont très normalisées dans la société. Donc, les substances psychoactives ont un rôle important dans la vie, dans nos sociétés. Et la consommation en soi, évidemment, n'est pas problématique. Et donc, il y a
de chercheurs qui se sont penchés sur les différentes trajectoires des consommations. Donc, on le définit notamment comme, on définit les trajectoires notamment comme des parcours qui sont dynamiques, qui sont constitués donc des différents jalons, des différents points tournants, et qui sont aussi influencés par différents facteurs tant externes qu'internes. Donc, dans les trajectoires des consommations, on parle notamment des trois jalons importants, donc l'initiation à la consommation, le moment où on rencontre un produit ou des produits, des périodes de changement dans la consommation, dont les périodes d'augmentation ou de diminution de la consommation, des périodes également d'arrêt ou de recommencement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des trajectoires dynamiques, donc il n'y a pas de trajectoire linéaire. Et on ne va pas tous non plus suivre nécessairement la même trajectoire pour les produits qu'on consomme. Si je prends l'exemple de l'alcool, peut-être que pour une partie de nous, on s'est initié à la consommation d'alcool. Il y a des périodes dans lesquelles on consomme plus. On pense par exemple à la période des fêtes, à Noël, où on consomme davantage d'alcool. Et il n'y a pas nécessairement toujours des périodes d'arrêt ou de recommencement, mais il y a souvent des variations dans la façon dont on consomme. Donc, nos trajectoires de consommation vont varier. Et ces trajectoires-là, elles vont être façonnées, elles vont être marquées par différents contextes, des contextes de vie, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Parfois, il y a des moments dans la vie où on consomme plus, ou des événements dans lesquels on consomme plus. Quand on pense à des contextes festifs, on va fêter quelque chose, on va peut-être consommer davantage certains produits. Mais il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, d'autres facteurs externes, comme aussi des facteurs de pression auxquels on va faire face, qui vont peut-être influencer notre façon de consommer, notre façon de moduler notre consommation. Il y a aussi les services qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, qui peuvent avoir aussi une influence donc, sur la consommation. Donc, il y a aussi la consommation problématique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui consomme qui va nécessairement, évidemment, développer une consommation problématique. Comme je disais au début de la présentation, la consommation problématique est la plus importante parmi les personnes à diversité que celle qui est observée dans le reste de la population. Et vous vous rappellerez les diapos précédentes où on parlait qu'il y avait des caractéristiques différentes ou certains éléments qui caractérisaient la consommation parmi les personnes de diversité sexuelle et des genres. Et l'évaluation de la gravité de la consommation qu'on utilise actuellement ne tient pas toujours compte nécessairement de ces caractéristiques-là. Donc, ça voudrait dire peut-être que ben justement, la consommation problématique ne serait pas nécessairement le portrait qu'on a actuellement de la consommation problématique ne serait pas nécessairement juste. Donc, il pourrait y avoir une consommation problématique plus importante, peut-être. Et pour les personnes qui ont une consommation problématique, il y a aussi un accès aux services qui est plus restreint que pour le reste de la population pour diverses raisons. Les personnes peuvent avoir une crainte d'accéder aux services ou de demander de services par une mauvaise expérience déjà reçue dans les services sociaux, dans les services de santé. Et donc, les expériences négatives passées pourraient avoir une influence sur les demandes des services. Il peut y avoir aussi une inadéquation des services face aux besoins des personnes de la diversité sexuelle et des genres. Et ça, on le sait très bien, c'est très bien documenté dans la littérature, les services indépendants sont peu, voire pas adaptés aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et des genres qui ont besoin des services indépendants. Il y a aussi récemment des chercheurs qui ont développé une posture critique par rapport à la façon dont on regarde la consommation de substances. Un regard critique très intéressant. Ces personnes amènent notamment le fait que on ne peut pas tout expliquer euh, par le stress minoritaire ou par d'autres facteurs de pression et qu'il faut aussi tenir compte des aspects culturels
des aspects subjectifs associés au plaisir, notamment dans nos communautés. Et il faut aussi donc éviter de s'être penché uniquement donc sur certains facteurs des risques, mais aussi sur d'autres facteurs de protection. Nos communautés ont depuis longtemps développé des façons différentes de se soutenir, justement pour faire face aux oppressions, pour faire face au manque des services, et que donc il faudrait qu'on s'appuie davantage justement sur ces forces de nos communautés dans le domaine des substances. Et donc, il n'est pas souligné évidemment tous les aspects culturels qu'on a développés aussi dans nos communautés qui ont parfois un lien avec la consommation. Et donc, d'où l'importance évidemment de inclure les personnes concernées par la consommation pour définir les priorités en termes d'action, que ce soit en termes d'action d'intervention, que ce soit en termes d'action politique, de développement de politiques publiques en lien avec la consommation, ou aussi les priorités en termes de recherche. Donc, passons maintenant à la partie sur les interventions actuelles, que, encore une fois, ce sera vraiment un survol assez sommaire. Je prends une gorgée d'eau. Donc, il y a des interventions donc, préventives. Donc, des interventions préventives, donc, autant visant à, par exemple, réduire la consommation de certains produits comme l'alcool, par exemple, ou réduire ou changer les consommations de tabac ou autres, mais aussi des interventions, des préventions primaires, comme par exemple, il y a eu certaines interventions pour éviter que les gens qui font de la consommation sexualisée consomment de la méthamphétamine, parce que plusieurs personnes considèrent que cette substance a des effets plus graves que d'autres substances qui sont utilisées dans le contexte de la consommation sexualisée, par exemple. Donc, ces différentes interventions préventives, elles vont s'adresser donc aux différentes populations de nos communautés. Et elles ne vont pas nécessairement cibler, en revanche, le niveau des consommations. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de prévention, évidemment, on peut parler de la prévention primaire, donc éviter que quelqu'un commence à consommer une certaine substance, ou de prévention secondaire lorsqu'on veut prévenir des conséquences négatives associées à la consommation sans nécessairement que la personne arrête de consommer. Donc, les interventions préventives donc, vont parfois rater la cible si évidemment on ne cible pas de façon adéquate le niveau de consommation des personnes à qui on adresse donc ces interventions. Et ce qu'on voit aussi dans les interventions préventives, c'est que celles-ci sont parfois produites de façon très générale et ne s'adressent pas particulièrement à certaines sous-cultures ou à certains sous-groupes de la population. On commence à voir davantage, par exemple, d'interventions préventives, notamment dans le domaine du chemsex, qui sont très adaptées culturellement donc, à cette pratique. Mais pour d'autres substances ou d'autres domaines des consommations, les interventions préventives donc, pourraient parfois être donc, mieux ciblées. Également, il y a les interventions thérapeutiques, donc on pense aux interventions individuelles qui sont notamment celles qui sont les plus importantes ou celles les plus importantes en nombre en fait. Il y a également des interventions des groupes spécialisés. Là, on parle vraiment des interventions qui s'adressent aux personnes de la diversité sexuelle et des genres. Et il y a autant des interventions pour des personnes qui ont un diagnostic tel qu'est défini dans le DSM, que des personnes qui n'ont pas ces diagnostics, mais qui vivent des conséquences négatives associées à la consommation et qui voudraient changer certains de ces aspects-là qui apportent donc des conséquences négatives en lien avec leur consommation.
Ces interventions-là, elles ne s'adressent pas à toutes les populations, elles ne sont pas disponibles à toutes les populations de la même façon. Okay. Donc, on avait vu tout à l'heure que ben, justement la recherche s'est penchée surtout, en tout cas la recherche publiée s'épanche surtout sur les hommes gays cisgenres. Et donc, conséquemment, il y a aussi moins d'interventions documentées. Donc, pour les femmes de la diversité sexuelle, pour les personnes trans et les personnes non binaires, pour les personnes racisées de nos communautés, donc il y a encore aussi beaucoup à faire en termes de documenter les interventions qui se font auprès de ces populations-là, mais déjà d'abord de développer plus d'interventions, de les évaluer et de les documenter pour voir quelles interventions fonctionnent le mieux pour ces différentes populations. Les approches qui sont utilisées dans les interventions, elles varient, mais elles ne se distinguent pas nécessairement des approches qui sont utilisées de façon assez répandue déjà dans le domaine des dépendances, donc notamment qu'on pense aux thérapies cognitivo-comportementales, aux interventions qui utilisent l'entretien motivationnel, la gestion de contingence, etc. En revanche, on voit moins des approches affirmatives ou des approches anti-oppressives qui sont pourtant développées dans d'autres domaines et qui touchent aussi nos communautés, qui pourraient être davantage aussi utilisées dans le domaine des dépendances. Donc, comme je vous disais, ce qu'on voit notamment, ce sont donc des approches qui sont largement utilisées en dépendance, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées ou qui ne tiennent pas compte nécessairement des caractéristiques de nos populations. Donc, en ce sens, les approches affirmatives ou les approches anti-oppressives pourraient être aussi intéressantes à utiliser avec les populations avec qui on travaille. Plusieurs enjeux aussi en lien avec les interventions auprès de nos communautés. Donc, déjà, on l'a vu, un manque de compréhension de nos réalités, un manque de compréhension de la façon dont nos communautés vivent la consommation. Il y a aussi peu d'études qui évaluent l'efficacité des interventions. Donc, si on ne sait pas quelle intervention donne de meilleurs résultats, donc c'est difficile aussi d'avoir des interventions qui donnent des effets adéquats pour les personnes de nos communautés. Et il y a également un besoin important pour rejoindre des populations qui sont éloignées des grands centres où ces interventions sont disponibles notamment. Donc, dans ces cas-ci, les interventions en ligne pourraient être une option intéressante, mais aussi pour rejoindre des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement se déplacer ou aller dans des services qui sont étiquetés comme des services pour des personnes qui ont des enjeux avec leur consommation de substances. Et un autre enjeu important, c'est aussi le besoin de reconnaissance qui est la consommation, des enjeux de la consommation dans nos communautés. On reviendra plus tard, mais euh, les personnes de la diversité sexuelle et des genres sont rarement euh, nommées comme population clé dans les plans gouvernementaux en dépendance, ce qui fait en sorte donc qu'il y a moins de financement pour développer des interventions pour les personnes de nos communautés. Et donc, il y a donc un manque de services parce qu'il y a un manque de reconnaissance donc de la consommation et des enjeux de consommation parmi les personnes de nos communautés. Et ça, malgré, comme on l'a vu, que la littérature documente quand même très bien qu'il y a plus de consommation dans la communauté et plus de risques donc d'avoir des consommations problématiques. Pardon, des actions possibles. J'ai passé rapidement sur le changement de section. Donc, les interventions par les pairs sont évidemment des interventions intéressantes aussi à développer dans nos communautés. On a aussi l'expertise, je parlais tout à l'heure d'initier aussi sur les forces de nos communautés, et c'est quelque chose sur lequel on a développé une expertise, qu'on pense par exemple aux interventions par les pairs qu'on a développées dans les années 80 au moment du VIH. En revanche, en ce moment, il y a peu de littérature pour
documentés pour appuyer la pertinence de l'intervention par les pairs dans le domaine de la consommation de substances. Il y a, par exemple, d'autres domaines où on documente davantage cette intervention, qu'on pense par exemple à l'intervention santé mentale et dépendance, mais dans le domaine de la consommation, il y a encore peu de littérature en lien avec nos communautés en particulier. Il y a une littérature, par exemple, sur les pairs dans le domaine de la consommation, mais pas sur des personnes de la diversité sexuelle et des genres. Il y a actuellement euh, quelques documentations sur l'intervention par les pairs, notamment dans le domaine du chemsex. On sait, par contre, que c'est une intervention qui a des bons niveaux d'acceptabilité, autant dans la communauté qu'aussi parmi les professionnels de la santé et des services sociaux. Et il faut aussi donc que ce type d'intervention-là soit faite pour soi et pour les proches également. D'autres types des services qui pourraient être intéressants à mettre davantage ou à développer davantage, pardon, dans nos communautés, les services d'analyse des substances qui existent de plus en plus au Canada. Il y a de plus en plus d'organisations qui ont implanté donc d'analyse des substances. C'est le service connu comme drug checking, par exemple. Ça a été développé notamment au milieu festif et aussi pour les personnes qui utilisent des opioïdes. C'est moins documenté dans un contexte de chemsex. C'est moins documenté également avec des personnes de la diversité sexuelle et des genres. Et on le sait, par exemple, que les services actuels ne semblent pas nécessairement rejoindre les personnes de nos communautés, mais ça pourrait être intéressant, évidemment, donc de développer davantage ce type de services-là pour les personnes qui consomment des substances. Euh, Je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais le service d'analyse des substances, en quoi ça consiste, c'est que les gens amènent leurs substances et avec différents dispositifs technologiques, il y a une intervention qui s'est faite pour voir quel est le contenu de la substance en question et voir notamment s'il y a des produits qui pourraient être dangereux, le fentanyl par exemple, ou autres produits dangereux. Et donc, une fois que le résultat est connu, on le donne à la personne et la personne prend une décision éclairée de consommer ou non cette substance. Il y a d'autres services qui se sont développés dans le milieu de dépendance qui pourraient être intéressants aussi à développer dans nos communautés, notamment l'éducation à l'injection. Euh, on sait que, par exemple, dans certains contextes, dans le contexte de chemsex, l'injection est quand même un moyen utilisé par certaines personnes. Il y a eu quelques projets donc, d'éducation à l'injection, donc de montrer correctement aux personnes comment s'injecter pour éviter des abcès, pour éviter des blessures, mais aussi pour éviter évidemment de contracter des infections dans le VIH ou l'hépatite C. Et ces interventions d'accompagnement et d'éducation à l'injection ont montré quand même des résultats efficaces pour réduire les infections. Donc, il pourrait être intéressant de mettre en place aussi ce type d'intervention auprès de nos communautés. Il y a quand même quelques enjeux sur le plan de l'intervention. Tout d'abord, la détection de la consommation est un enjeu important. On l'a vu que justement dans nos communautés, il y a plus de consommation. Donc, détecter s'il y a une consommation problématique pourrait être moins facile. Et aussi, puisqu'on a peu d'habitude de travailler en lien avec la consommation ou avec le dépistage d'une consommation problématique, donc parfois, on n'ose pas à rentrer ou poser des questions en lien avec l'ampleur de la consommation. Donc, la détection d'une consommation problématique est un enjeu crucial pour bien déceler d'éventuels problèmes de consommation et bien référer donc, les personnes qui en ont besoin.
Évidemment, il y a aussi un besoin d'ouverture et de confiance des part et d'autre, c'est-à-dire qu'il faut que les services actuels soient ouverts aux personnes de la diversité sexuelle pour favoriser un lien de confiance avec la communauté. Et il faut aussi que les personnes de la communauté aient aussi confiance dans les services. Mais une chose ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que les personnes de la communauté n'auront pas confiance dans les services si ces services-là ne deviennent pas plus sensibles et plus euh, accueillants envers eux, elles. Et également, on parle beaucoup depuis quelques années donc, de liens entre consommation et sexualité. Donc, il est quand même nécessaire qu'il y ait des interventions intégrées qui parlent des consommations et des sexualités en même temps. La consommation et la sexualité ne sont pas nécessairement faites de la même façon dans différentes cultures, dans différents milieux. Et donc, il faut bien comprendre la culture de certains milieux pour bien adresser certains problèmes. Il y a aussi d'autres interventions qui se font dans le domaine des dépendances qui sont encore peu explorées dans nos communautés. Les interventions conjugales en font partie. Dans le contexte d'une consommation sexualisée, ces types d'interventions pourraient être aussi pertinentes. Évidemment, il est important de former les professionnels de la dépendance sur les questions de la sexualité. Et aussi, la littérature documente des liens importants entre le fait d'avoir certains problèmes associés à la consommation au contexte des sexualités, des difficultés associées en lien avec l'orientation sexuelle, l'image corporelle, etc. Donc, il faut aussi qu'il y ait davantage d'intervention en amont qui facilite donc une meilleure acceptation des soi pour prévenir aussi le développement éventuel des problématiques associées à la consommation. Il y a d'autres barrières aussi associées à la consommation, pardon, au service en lien avec la consommation de substances pour les personnes à diversité. Donc, on l'a dit, un manque d'adaptation importante aux populations de la communauté. Mais il y a aussi la criminalisation de la consommation de substances en général. Et ça ne touche pas évidemment uniquement nos communautés, mais ça a un impact important, c'est-à-dire que tant que la consommation de substances sera criminalisée, il y aura toujours la stigmatisation en lien avec la consommation, en lien avec les personnes qui consomment, etc. Donc, cette criminalisation a pour conséquence aussi que des personnes qui consomment ne vont pas nécessairement dans des services, par exemple, d'analyse des substances ou autres, parce qu'ils sont craintes, et la crainte, par exemple, de se faire arrêter, etc. Mais je disais que la criminalisation ne touche pas uniquement aux personnes de nos communautés, mais une communauté qui a longtemps été ostracisée. On se rappelle au Canada, même l'homosexualité a été quand même considérée comme un crime jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Okay? Donc, euh, dans des communautés où on a vécu ce type de stigmatisation-là, donc la criminalisation aussi d'un comportement comme la consommation a encore des effets peut-être plus importants que pour des personnes hétérosexuelles qui n'ont pas nécessairement une identité qui a elle-même été criminalisée. Quelques pistes d'intervention et de recherche suite à ce qu'on a vu. Donc, il devrait y avoir plus d'efforts quand même pour rejoindre des personnes, par exemple, racialisées, des personnes autochtones dans les recherches et évidemment dans l'intervention. Il y avoir une préoccupation aussi en lien avec des conduites à risque associées à la consommation pour représenter les leviers d'intervention. Un de ces leviers pourrait être, par exemple, le risque de surdose. On parle beaucoup des surdoses au Canada depuis les dernières années, mais vous remarquerez qu'on parle peu aussi des personnes de la diversité sexuelle et des genres, alors qu'elles font aussi, elles sont aussi à risque des surdoses. Donc, parfois, il pourrait être stratégique, par exemple, de mobiliser certains enjeux actuels pour mettre à l'avant-plan les besoins de la communauté. Euh, donc,
c'est important aussi de développer des interventions qui soient associées à une variété de substances et pas uniquement au chemsex. Le chemsex, c'est important effectivement à adresser, mais il ne faut pas non plus laisser de côté donc les autres substances et les autres formes de consommation qui sont quand même présentes dans nos communautés. Et également aussi des actions qui visaient une meilleure utilisation des services, que ce soit une meilleure adaptation de service, un meilleur accueil au service, une sensibilisation donc des professionnels et évidemment aussi des références et des traitements, bref, pour être intéressant. Il y a cet auteur qui a aussi parlé, enfin qui a développé ces modèles théoriques en lien avec les aspects multidimensionnels en fait des oppressions pour les personnes de diversité sexuelle et des genres. Et je trouve intéressant donc qu'on s'en inspire pour développer des services et mais aussi la recherche donc, qui tiennent compte de tous ces facteurs-là. Donc, on voit comment tous les facteurs individuels, politiques, interpersonnels, culturels et écologiques ont une influence aussi sur nos états de santé. Donc, c'est important donc, d'avoir une vision assez globale sur des éléments qui influencent notre état de santé, donc notre consommation. Les approches participatives sont un aspect important à développer pour partir d'une compréhension commune du phénomène de la consommation. Donc, quand je parle d'approche participative, je parle notamment aussi d'avoir des personnes concernées par la consommation qui nous accompagnent, qui sont partie prenante des projets de recherche, des projets d'intervention. Et donc, sans eux, sans elles, il n'y aurait pas une compréhension commune d'un phénomène. Avoir des buts communs, évidemment, même si nos besoins sont parfois différents, autant en recherche qu'en intervention. C'est avoir des objectifs et des attentes réalistes, tout en s'assurant évidemment de ne pas surcharger le milieu, sachant que nos partenaires communautaires et les personnes concernées sont aussi parfois sursollicités et s'assurer d'avoir des retombées sur la pratique aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse au final, c'est qu'il y ait des meilleurs services pour les personnes qui consomment des substances. Il y a un avantage important, évidemment, de l'application des pairs, notamment favoriser la reconnaissance du savoir expérientiel dans le milieu académique, ce qui n'est pas encore gagné. La reconnaissance aussi du savoir académique dans le terrain et d'établir aussi des dialogues, d'établir les ponts. Il faut évidemment qu'il y ait aussi un lien de confiance qui se soit établi dès le départ. Et l'implication des pairs-chercheurs, des personnes de la communauté, permet aussi une meilleure formation de la relève en recherche qui sera davantage outillée pour inclure aussi des personnes avec un vécu expérientiel. Il y a quand même quelques défis lorsqu'on parle de l'application des pairs, des personnes concernées. C'est que parfois, ça nous remet en question dans nos compétences en tant que chercheurs qui n'avons pas toujours un vécu lié avec les phénomènes qu'on étudie. Il y a parfois aussi des barrières administratives pour bien reconnaître la participation, rémunérer les personnes avec vécu expérientiel qui participent à nos études et parfois des limites à établir des ponts entre la recherche et l'intervention. Donc, il y a aussi évidemment un sentiment de responsabilité de la part des chercheurs de favoriser un changement social une fois que la recherche est finie, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident. Et il y a aussi la capacité des services à répondre aux besoins des personnes de nos communautés qui ne sont pas nécessairement nombreux. Il y a également un défi de la pérennisation des services et des partenaires donc, communautaires, parce que parfois ces partenariats communautaires sont fragiles et notamment s'appuient parfois sur, par exemple, certaines personnes, certains alliés à certains milieux. Donc, certains partenariats ne sont pas formalisés, reposent simplement sur des individus. Et il y a donc, comme je le disais, une difficulté de financement. Il y a des milieux qui sont parfois précarisés. Il y a parfois certains contextes sociopolitiques qui font en sorte aussi que donc, nos partenariats de recherche et d'intervention sont moins formalisés, et donc l'équilibre est fragile.
Mais il y a quand même une mobilisation importante qui continue, la militance. Et cette collaboration permet donc qu'il y ait une meilleure reconnaissance de la problématique et plus de concertation. Donc, je vois le temps qui file et donc on est à la dernière partie. Donc, c'est plus un appel à l'action. Parce que vous avez vu que, donc, comme je vous avais dit, les personnes de nos communautés ne sont pas incluses, sont rarement incluses parmi les populations clés des politiques sur la consommation de substances. Donc, c'est important de continuer de militer pour qu'il y ait une reconnaissance et qu'on cible nos communautés dans les populations clés qui méritent donc d'être financées pour développer des services en lien avec la consommation de substances. Les programmes de réduction de méfaits ciblent encore aussi trop peu les personnes de nos communautés. Et on doit viser donc d'autres chercheurs qui s'engagent donc dans des changements politiques en lien avec la consommation de substances. L'engagement aussi des acteurs des terrains, mais des acteurs politiques aussi, des alliés politiques éventuellement. Et donc, dans ce sens-là, le rôle des chercheurs, c'est aussi d'utiliser les données comme produits comme des leviers d'intervention, mais aussi comme des leviers de changement politique. Pour ça aussi, il faut qu'on évalue nos interventions, qu'on démontre que les interventions qu'on met en place sont efficaces et qui donc méritent d'être pérennisées. On doit collaborer aussi avec les personnes qui utilisent les substances, donc les inclure dans nos projets, collaborer avec des décideurs et les faire asseoir à la même table que les personnes qui consomment des substances, s'allier avec des personnes et des organismes de défense des droits des personnes qui utilisent des substances et collaborer aussi avec différentes disciplines pour apprendre aussi de certaines disciplines, mais aussi pour ne pas réinventer la roue. En termes de politique publique, je crois que la décriminalisation est une voie intéressante pour diminuer les stigmatisations des personnes qui consomment des substances en général, particulièrement les personnes de nos communautés. Et c'est même aussi des recommandations des différentes agences des Nations Unies l'appui aussi donc à la lutte contre les lois qui pénalisent l'homosexualité dans d'autres contextes. Je le vois actuellement dans un de mes projets en cours. Beaucoup de nouvelles arrivants consomment des substances et il y a beaucoup, enfin, et si on pense par exemple à des personnes qui viennent des pays où l'homosexualité est pénalisée, donc on peut comprendre aussi leurs difficultés éventuelles à utiliser les services en lien avec la consommation de substances, sachant aussi que c'est un comportement pénalisé, criminalisé. Quelques pistes donc. Évidemment, continuer nos collaborations déjà bien établies à l'intérieur de nos communautés, mais renforcer aussi, développer des collaborations à l'extérieur du milieu, notamment avec des organisations des personnes qui utilisent des substances. Je pense qu'il y a une mobilisation intéressante, importante dans les organisations des personnes utilisatrices des substances qui rejoignent beaucoup nos communautés. Je pense que faire des alliances avec ces organisations-là stratégiques serait pertinente. Et évidemment, continuer de militer parce que je crois que c'est une des choses qu'on fait bien dans nos communautés. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui et donc je vais arrêter le partage d'écran pour la période d'échange. Merci, Jorge, pour cette excellente présentation. Ça donne un très bon aperçu de la problématique, des interventions et des enjeux. Je rappelle pour les personnes en ligne de faire vos commentaires ou de vous poser vos questions en français ou en anglais. D'ici là, peut-être qu'on peut commencer la discussion. En début de présentation, tu parlais de consommation problématique. J'aimerais t'entendre davantage sur ce sujet. Comment est-ce que tu définis ou comment est-ce qu'on peut définir la consommation problématique? Oui, c'est une très bonne question. Il y a différentes façons. Lorsqu'on parle de consommation problématique, c'est lorsque la consommation génère des conséquences non désirées
associées donc à la consommation. Il y a évidemment différentes conséquences dépendamment des personnes. Il y a aussi différents moments dans la vie de quelqu'un où la consommation pourrait avoir des conséquences négatives, pourrait générer certains effets non désirés. Évidemment, on utilise le terme consommation problématique euh, parfois pour décrire aussi des personnes qui vivent avec un trouble d'utilisation de substances, mais qui n'a pas été diagnostiqué formellement. On sait que le trouble d'utilisation de substances est un trouble défini par le DSM qui, lui, évidemment, répond à certains critères diagnostiques très bien définis. Mais plusieurs personnes vont avoir des conséquences négatives associées à leur consommation qui ne sont parfois nécessairement euh, 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 qui ne vont pas nécessairement rentrer dans la classification de troubles d'utilisation de substances, mais qui pourraient avoir besoin quand même d'un certain service. Et donc, je parle des consommations problématiques en général, et c'est vrai que c'est un terme assez générique et difficile à mesurer, mais ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'il y a des conséquences négatives chez quelqu'un, des conséquences auxquelles on ne s'attend pas, et qui, ces conséquences-là vont quand même perdurer ou être répétées dans le temps. Et donc, conséquences pour lesquelles on pourrait avoir certains besoins en termes de services. Parfait, merci pour la clarification. Sinon, si on s'attarde au service, je trouve peut-être un enjeu d'aujourd'hui est au fait que les services offerts à nos communautés sont souvent genrés, au sens où souvent les services vont être offerts qu'aux hommes gays, bisexuels ou queer. Il y a beaucoup d'efforts pour venir rendre ces services beaucoup plus inclusifs, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, surtout devant la reconnaissance de la diversité de genre, de la pluralité de genre. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de cet enjeu, puis comment est-ce qu'on peut le surmonter, tant, tant peut-être dans les interventions et les services que aussi dans la recherche. Mhm. Très bon point. La première chose qui me vient en tête, c'est vraiment l'implication donc des personnes de la pluralité des genres dans le développement des services et dans l'implantation, mais également dans la recherche. Je parlais de l'inclusion des personnes concernées tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment important. Euh, Si on n'inclut pas des personnes concernées par la question, je pense que on va toujours passer à côté de la traque. Euh, les services, notamment les services publics, sont très lents à changer. Et donc, je crois aussi qu'il faut évidemment continuer de travailler pour que ces services changent, mais dans l'attente, je pense que c'est important aussi peut-être justement avec le milieu communautaire ou avec d'autres milieux qui sont davantage sensibles à la pluralité des genres, on développe déjà d'autres services parallèles ou plus inclusifs. Mais continuer également, évidemment, de travailler pour que d'autres services soient beaucoup plus inclusifs. La formation d'intervenants, des professionnels est un élément important et je pense que c'est quelque chose de très structurel, c'est-à-dire que même dans les formations des professionnels de l'intervention, on aborde peu ou pas les questions de la diversité sexuelle, la pluralité des genres. Donc, c'est important quand même, comme à la base, on commence aussi par la formation des professionnels. Donc, je pense que c'est quand même euh, ton point et enfin, je pense que les réponses devraient être multiples en fait. On ne pourra pas solutionner cet enjeu-là si on n'apporte pas si on ne tire pas sur différents fronts. C'est- Mhm. Tout à fait. Je trouve que c'est aussi l'enjeu parfois est de reconnaître les spécificités individuelles de certains sous-groupes et de reconnaître que certains services doivent être adaptés à ces sous-groupes-là. Mais en même temps, c'est souvent ou parfois cette volonté-là qui vient, on dirait, être à l'opposé d'un service qui serait plus inclusif.
Mais je pense qu'il y a quand même façon d'inclure que les deux ne sont pas nécessairement opposés, puis il y a façon de développer des approches qui sont plus inclusives, justement, en incluant dès le début les personnes qui sont concernées. Une autre question que je me posais, c'est que tu n'as pas eu la chance de parler dans ta présentation, c'était par rapport aux nouvelles technologies, un peu le rôle des nouvelles technologies dans le cadre des interventions. Euh, c'est quoi la place qu'on peut accorder aux nouvelles technologies ou quel est le potentiel? Je pense qu'il y a un potentiel très important dans les nouvelles technologies, que ce soit par exemple sur les interventions en ligne, qui permettrait de rejoindre donc des personnes qui ne sont pas nécessairement dans un centre urbain ou même d'accéder à des services qui pourraient être développés ailleurs de notre juridiction de santé, par exemple, et qui pourraient être pertinents pour nous. Mais aussi pour même évaluer peut-être notre propre consommation, pour connaître d'autres ressources. Donc, les interventions actuellement en ligne pourraient, par exemple, permettre à des gens qui ne voudraient pas s'afficher ou qui sont éloignés, par exemple, de ressources communautaires ou qui ne souhaitent pas fréquenter certains services par différentes raisons. Donc, ce sont des interventions qui sont prometteuses. Jusqu'à maintenant, on voit, par exemple, qu'il y a encore donc, d'études à faire sur la question, mais ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que les interventions en ligne sont autant efficaces que les interventions en personne dans certains domaines. Il y a des défis, évidemment, d'assurer une certaine rétention, de bien donc développer les interventions pour qu'elles soient vraiment rejoignent vraiment les populations qu'on veut rejoindre. Euh, Également aussi pour bien cerner les besoins en termes technologiques. Enfin, bref, il y a encore du chemin à faire, mais les interventions, enfin, l'utilisation des nouvelles technologies est vraiment un élément très, très prometteur pour la suite des choses. Euh, mais faut pas juste transposer. Je pense que le grand défi, c'est actuellement, parfois on transpose certaines interventions qu'on fait en personne et on les transpose en ligne sans nécessairement qu'il y ait une adaptation. Donc, c'est important aussi donc de bien adapter les interventions qu'on fait en personne pour les transformer en interventions en ligne ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très pertinent et très promis. Oui, tout à fait. J'essaie de voir, je pense qu'il n'y a toujours aucune question Oui, je posée pense que en ligne. oui. Je vois une question en ligne sur le plaisir. Moi, je vois aucune question, pardon. C'est dans je pense, dans la partie questions-réponses, je vois, euh, je mets mes lunettes pour bien lire. Uh, would love to hear anything you have to say about how we can better bring pleasure into our substance use interventions. Donc, Juste peut-être avant de répondre à la question, je vais tenter de la traduire. Donc, quelqu'un qui demande um, you have to say about how we can better bring pleasure. Comment est-ce qu'on peut apporter plus de plaisir dans la consommation, par rapport à la consommation dans le cadre des interventions. Donc, je pense le rôle du plaisir, davantage considérer le rôle du plaisir, qui est peut-être important et essentiel de plusieurs personnes qui consomment. Donc, comment venir prendre en compte cela dans le cadre des interventions? hmm, je suis très content qu'on pose cette question-là parce que c'est un élément très peu abordé dans les interventions tout court, en fait, les interventions dépendance tout court. Donc, et c'est un élément à ajouter dans les interventions, donc de parler aussi de deuil. Souvent, dans les interventions en dépendance, on va parler de certains deuils, mais rarement du deuil du plaisir que les gens peuvent avoir à consommer certaines substances. Et si on me disait que je devrais arrêter de boire du vin, je serais très malheureux parce que j'ai beaucoup de plaisir à boire. Mais
Donc, c'est important donc d'aborder ces deuils de plaisir. Et, euh, et ces plaisirs-là, il va varier dépendamment de la substance que l'on utilise, dépendamment du contexte dans lequel on utilise ces substances-là. Un deuil important de plaisir, par exemple, c'est pour les personnes qui font du chemsex ou qui pratiquent la consommation sexualisée de substances. Donc, de voir que le plaisir sexuel va être différent de celui qu'ils ou elles savaient euh, au moment de leur consommation sexualisée. Donc, mais c'est important d'aborder la question, mais aussi de remettre en question certaines approches d'intervention dépendance où on laisse de côté tous les aspects positifs que parfois on peut avoir à la consommation. Donc, il y a certaines approches en dépendance qui vont se centrer notamment sur les aspects négatifs de la consommation, ce qui est important évidemment, mais il faut aussi permettre aux personnes de faire, de voir aussi comment elles peuvent retrouver un certain plaisir. Donc d'un côté, reconnaître euh, en intervention le plaisir qu'on peut avoir à consommer et aussi de travailler sur des façons alternatives de retrouver un certain plaisir dans d'autres activités qui seraient peut-être moins liées à la consommation. Tout à fait. Merci pour cette présentation. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes en ligne. Nous invitons à vous faire part des commentaires en utilisant le formulaire d'évaluation qui sera disponible lorsque vous fermez la page. Merci à tous d'être ici. Merci.